Bonjour à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans cet épisode de Sentez-vous bien, un podcast qui donne la parole aux personnes s'étant lancées dans l'aventure du doctorat et qui ont ressenti une souffrance psychique durant leur parcours. Notre but, libérer leur parole et déstigmatiser ces situations complexes en lien avec la santé mentale. Alors que tu sois en doctorat, en post-doc ou touché de près ou de loin par l'univers de la recherche, sois à l'écoute, car ici, on ne se taise pas. Si tu rencontres des difficultés ou que cette histoire te fait écho, n'hésite pas à demander de l'aide, t'adresser à des professionnels de santé ou services dédiés à ces problématiques. C'est avec plaisir que je te laisse en compagnie de Baptiste. Il va te raconter son début de thèse, entaché par un statut précaire, une certaine pression sociale et une solitude marquée. Aujourd'hui, il te confie comment il a su rebondir face à un projet devenu dénué de sens, entraînant, entre autres, un changement de comportement et une importante perte de motivation. Alors, si tu es prêt, c'est avec plaisir que je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Baptiste. Bonjour. Et bienvenue dans cet épisode de Sentez-vous bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation, d'accepter de témoigner parce qu'on sait que c'est pas quelque chose de très facile. Donc bienvenue et encore merci. Merci, avec plaisir. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, peut-être en disant ton domaine de thèse, ce que tu aimes? Je m'appelle Baptiste, je suis en fin de deuxième année de doctorat et globalement je travaille sur le sport professionnel, quand même avec un plus gros tropisme sur le sport collectif, particulièrement le football. Logiquement, que ça paraît assez logique, je suis un grand fan de sport, mais je suis aussi très intéressé par ce qui est actualité, société, voilà, c'est des choses sur lesquelles j'aime bien écrire, c'est une passion pour l'écriture aussi, voilà. Pourquoi tu as commencé un doctorat et par quel parcours t'es passé? Pourquoi j'ai fait un doctorat? Ça va être lié à mon parcours, je vais peut-être commencer par là. Ça expliquera peut-être plus simplement les choses. Donc, j'ai fait une prépa pour intégrer l'école normale supérieure en économie et gestion. J'ai intégré l'école normale supérieure en 2016, licence, master, etc. Au sein de l'ENS, j'ai passé l'agrégation pour enseigner l'économie et la gestion, comptabilité, finance, management, ressources humaines, etc. Et ensuite, je suis parti faire un deuxième master à l'école polytechnique, en management de l'innovation, donc tout ce qui était production, conception, innovation au sens large. Et ce master, il était en alternance. Dans ce cadre-là, j'ai travaillé à Ubisoft, entreprise de jeux vidéo, et moi je travaillais sur comment on peut utiliser les jeux vidéo pour avoir un impact positif sur la société. Et à l'issue de ça, je voulais mener un projet de recherche parce que intellectuellement, c'était le moment où je me disais, s'il y a bien un moment où professionnellement, tu peux avoir une forme de liberté, de faire un peu ce que tu veux, entre guillemets, c'est à ce moment-là. J'avais eu donc tout ce parcours recherche parce que l'école normale supérieure est une école qui pousse beaucoup à la recherche, qui forme à la recherche. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait, pas obligatoirement pour faire toute ma carrière dedans, mais où je me disais il y a une possibilité de mener une recherche sur une période assez longue et de faire un peu ce que je veux sur un sujet qui me passionne. C'est pour ça que j'ai enclenché le processus de thèse. En sachant que j'avais d'autres opportunités professionnelles. L'entreprise où j'étais m'a proposé un travail qui, je pense, aurait été bien mieux rémunéré que ce qu'on peut l'être en doctorat. Mais je voulais mener un projet où je me disais que ça allait être stimulant intellectuellement, que j'allais avoir une grande liberté, ce qui était le cas. On verra après si je décide de continuer dans ce domaine, si je m'y sens bien, si professionnellement j'ai envie de continuer là-dedans, ou si je veux retourner autre part, que ce soit dans le privé, dans le public, mais sur un autre type de fonction. Mais j'avais un goût pour, comme je disais, l'écriture, la recherche, la réflexion, l'analyse. C'est des choses qui me plaisaient. Donc je me suis dit, c'est le moment. Et avec toutes ces ambitions, et comment ça s'est passé le début de ta thèse? J'ai commencé ma thèse en octobre 2020, mais le projet, en tant que projet de recherche, il a été enclenché en décembre 2019. C'est-à-dire que j'ai contacté mon directeur de thèse, qui à ce moment-là était mon ancien maître de stage. Donc je l'ai contacté en lui disant « je pense que je vais faire une thèse ». Donc là, il m'a dit « bon, maintenant, il faut trouver un sujet ». Décembre 2019, on commence à développer le projet. En mars 2020, arrive quelque chose que tout le monde a connu, à savoir le confinement. Et moi, finalement, c'est un peu un accélérateur pour mon projet de thèse, parce que c'est une période hyper fast professionnellement pour moi, parce qu'il y a un côté où, genre, je suis dans des super conditions, je suis chez moi avec mes colocs, et ça se passe très bien. Mon travail, globalement, j'ai pas une charge de travail énorme, ce qui fait que j'arrive à le réaliser très rapidement, mes tâches à Ubisoft.
Et mes projets personnels avancent aussi très vite. Donc j'ai pas mal de temps pour avancer sur mon projet de thèse. Et le fait que tout le monde soit un peu en stand-by et disponible, ça simplifie aussi mes discussions, etc. Donc en juin 2020, je passe l'audition pour avoir un financement, j'ai un financement. Et donc le financement qui commence à partir du 1er octobre. 1er octobre 2020, donc je commence mon doctorat. Et c'est vrai que là, il y a un gros changement culturel, entre guillemets, c'est que moi, ça faisait 15 mois que j'étais dans une entreprise privée. Donc j'arrive le premier jour et rien, quoi. Pas de personne qui prévoit de m'accueillir, rien du tout. Donc j'arrive, je m'installe à mon bureau. Là, je vois que la directrice d'école doctorale est là, donc je vais me présenter, en me disant voilà, je suis nouveau doctorant. Mais bon, du coup, ce jour-là, mon directeur de thèse est là, donc on discute, etc. Mais finalement, ça commence un peu dans ce cadre-là qui est totalement différent. Enfin, ça me paraît étrange, quel que soit l'endroit, quelle que soit la personne, quel que soit le poste, qu'il n'y a pas plus d'accueil que ça. Quelqu'un arrive dans une équipe où, en l'occurrence, ça c'est un contrat de travail. Enfin, ça aussi, c'est peut-être à préciser, c'est que moi, je l'ai toujours vu comme une expérience professionnelle, le doctorat, et pas du tout comme une poursuite d'études. Sans avoir plus d'ego qu'il n'en faudrait, je ne veux pas non plus en avoir moins qu'il ne faut. C'est-à-dire que je sais que j'ai des compétences professionnelles, je sais que j'ai une capacité à faire des choses, et que globalement, je viens pour faire un projet de recherche. Et quel que soit son statut professionnel, on apprend toujours, on se forme toujours. Vu que tu connaissais avant ton directeur de thèse, mais que tu arrives quand même au sein du labo et tu n'as pas vraiment de cadre dès le début, est-ce que tu as continué à être autonome sur le long terme comme ça, sans cadrage? Ou est-ce que tu as eu quand même une bonne relation du coup avec ton référent? Comment ça s'est passé? Alors en sachant que du coup je connaissais depuis longtemps mon directeur de thèse, enfin du coup j'ai 2 directeurs de thèse, mais je connaissais celui qui n'est pas dans tout du moins la partie de l'université où j'arrive. C'est-à-dire que moi j'arrive en sciences du sport et mon directeur de thèse n'est pas en sciences du sport. Il n'est pas dans ce morceau-là de l'université. J'ai un autre directeur de thèse qui est là, et donc lui que je connais depuis peu. Je peux avoir des connaissances des gens sur place ou plein de choses parce que je me suis renseigné, mais je débarque un peu. Je suis nouveau dans cet environnement et je connais globalement assez peu de personnes. La découverte, ça se passe bien, mais en grande partie grâce aux doctorants, parce qu'il y a un groupe de doctorants qui est très soudé, des personnes très intégrées dans l'institution qui connaissent beaucoup de monde et donc qui t'introduisent aux gens ou qui te présentent les gens, qui t'expliquent qui sont les gens. Mais il n'y a aucune présentation officielle, aucune chose institutionnelle, tout est de l'informel. Et globalement, c'est ça qu'il faut retenir. Et ça, c'est vraiment problématique en tant que doctorant, parce qu'on a un statut précaire et en même temps qui n'est pas permanent. Quand tu es là pour 1 an, comme c'est le cas pour des postdocs, tu as besoin des infos tout de suite, rapidement, de vite intégrer, parce que sinon, en fait, l'année va se passer, tu n'auras connu personne, tu ne sauras jamais comment fonctionnent les choses, et tu auras fait cavalier solitaire pendant 1 an. Ou 3 ans dans le cas d'un doctorat. Et ça, c'est vraiment problématique. Et ça joue vachement sur le bien-être des personnes. C'est que quand tu es doctorant, si on te donne pas les moyens de sociabiliser et de t'intégrer dans la communauté professionnelle, c'est difficile, quoi, en fait. C'est que moi, ça s'est bien passé, mais faut avoir la position, les qualités sociales, entre guillemets, pour dire, bon, vas-y, je vais faire l'effort d'aller me présenter, de louer des liens, que ce soit avec d'autres doctorants ou pas. Mais sinon, l'institution, entre guillemets, ne s'organise pas pour faire en sorte qu'il y ait une intégration, en fait. Je suis arrivé dans cette équipe de doctorants qui était assez grosse. Je pense que quand je suis arrivé en première année, donc en octobre 2020, on était une vingtaine, peut-être un peu moins. Et là, j'arrive et il y a une super ambiance, un groupe très soudé, très motivé, un côté très sympathique. Donc ça se passe hyper bien pendant 1 an. Il y en a plusieurs qui soutiennent, qui partent, donc il y a une bonne partie qui s'en va. Et un renouvellement par des nouveaux doctorants, enfin pas pour jeter la pierre, mais qui en termes de relationnel sont pas du tout pareils. Et c'est le même moment aussi où des éléments moteurs de la vie de groupe commencent à se sentir moins bien, pour des raisons perso un petit peu, et surtout pour des raisons de fin de thèse en fait, globalement, qui est une période compliquée. Ce qui fait que voilà, il y en a beaucoup qui commencent à vraiment se replier sur eux-mêmes ou être beaucoup moins positifs, enjoués, moteurs dans le groupe et tout. Ce qui fait que le groupe devient de moins en moins positif en fait. Mais donc, situation beaucoup plus difficile qui se matérialise par ce type de situation où il y a vraiment des comportements physiques beaucoup plus différents.
beaucoup plus irrité, plus des difficultés. Et là, c'est vraiment un élément de cristallisation, c'est que il y a eu des conflits ouverts ou non ouverts entre certains doctorants et leur directeur de thèse. Donc tout ça fait que tu as un changement total dans la dynamique du groupe. C'est que tu passes d'une situation où pendant un an, je m'étais dit, wow, vraiment, j'ai beaucoup de chance, parce que c'est un environnement professionnel très protégé et très sain, à quelque chose de très difficile. Très difficile parce que beaucoup de personnes ne vont pas bien, à cause de conflits, ou à cause de, comme je disais, aspects personnels, etc. Mais donc la dynamique du groupe est plus du tout la même. Et comment tu as vécu ce changement d'ambiance dans ce laboratoire ? Comment j'ai vécu ça, c'est pesant. C'est que tu es dans une situation où il y a plein de gens autour de toi qui vont pas bien. Donc au début, tu te dis, bon, je vais essayer d'être un peu un des éléments qui essaie d'amener de la positivité, de la vie de groupe, d'être un peu celui sur qui on s'appuie. Mais justement, à un moment, on peut pas tout supporter en fait. Surtout quand toi, tu commences aussi à avoir des éléments qui... Enfin, ça peut déclencher, hein. C'est difficile de déterminer qui est à l'origine de quoi. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait d'autres personnes qui aient des problématiques et du coup que toi, tu doives supporter cette charge, entre guillemets, des autres, ça déclenche des choses en toi? Ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait des choses en même temps qui se déclenchent et que tu supportes, qui font que bon, ça devient plus difficile? Ça change totalement, comme je dis, la dynamique, parce que tu supportes des choses et en même temps, toi, tu commences à avoir des trucs difficiles. Et plus ça va et plus ça use tout le monde en fait. Donc voilà, au niveau de la dynamique du groupe, c'est devenu beaucoup plus difficile, clairement. Et du coup, ça a eu des effets sur toi aussi par la suite ? Comme je dis, est-ce que c'est quelque chose qui enclenche ou est-ce que c'est quelque chose qui en découle? C'est difficile à dire. Mais c'est aussi le moment où moi c'est devenu plus difficile. Pour plein de raisons. Plein de raisons que je peux détailler et ou soit énoncer et puis revenir plus tard. Mais il y a d'abord comme je disais, le statut de doctorant qui amène deux choses. Les relations professionnelles, c'est-à-dire qu'on est doctorant, on est inférieur professionnellement aux autres, c'est-à-dire que tu n'es pas un titulaire, tu n'es pas un permanent, sachant qu'il y a une hiérarchie quand même très très stricte. Enfin, ça dépend des universités, mais il y a quand même une forme hiérarchique qui est le professeur des universités, le maître de conférence, les ATER postdoc, les gens qui ont un doctorat, et les doctorants qui sont tout en bas. Donc professionnellement, il y a ce décalage, et après, c'est tout le reste de ta vie. Le statut de doctorant, il est précaire. C'est que tu as un CDD renouvelable tous les ans. Enfin, en théorie, c'est un contrat de 3 ans, mais au final, tous les ans, il y a ce qu'on appelle un comité de suivi donc, qui valide est-ce que tu as bien avancé dans ta thèse et qui t'autorise à te réinscrire en thèse. Sans ça, tu peux pas repartir en thèse. Ce qui veut dire que, en théorie, tu as 3 ans de contrat, mais potentiellement, tu n'as que 1 an. Et en plus, ce statut, il est pas très bien rémunéré. Hein. Donc ce statut, il est compliqué déjà. Ça a des conséquences globalement sur ton état mental. Et l'autre élément, j'en ai présenté qu'un, mais du coup, les autres éléments de la difficulté potentielle, c'est l'autosélection ou les personnes qui sont dans l'université. C'est qu'il y a un grand problème d'intelligence sociale d'une partie des gens qui travaillent à l'université. C'est qu'en gros, le mythe du chercheur bizarre qui reste dans son coin, il y en a beaucoup. Et c'est pas pour stigmatiser ces personnes-là, mais c'est que quand dans ton environnement professionnel, il y a des gens qui ont très peu d'intelligence sociale ou de savoir-vivre, savoir-être, c'est difficile en fait. C'est que quand il y a des gens pour qui dire bonjour, savoir dire les choses, ils s'en foutent quoi, genre. Quand il y a plein de personnes qui sont désagréables ou qui veulent pas interagir, qui ont profondément, comme je dis, des problèmes d'intelligence sociale, qui savent pas dire les choses, qui t'envoient des mails sans arrière-pensée, mais qui sur le fond sont problématiques, désolé, mais non, c'est désagréable. Donc ce statut précaire, ce manque de relations et d'échanges, ça a fait un tout que... Alors après, voilà, il y a d'autres éléments encore. Hein. Donc, il y a structurellement comment fonctionne aussi un doctorat, là pour le coup plutôt en sciences sociales, c'est que c'est hyper solitaire. C'est comme ça. Il n'y a pas trop de dynamique d'équipe. Alors moi, je suis quelqu'un d'autonome et je voulais de la liberté. Donc au départ, ça te contraint pas spécialement. T'es content, tu dis je fais ce que je veux. Mes directeurs de thèse sont plutôt là dans une position de consultant, conseil. Enfin, genre, tu les interroges quand tu as des difficultés. On fait des points de temps en temps. Ça a changé dramatiquement sur ma manière de travailler. C'est que moi, mon ancien chef et mes anciennes de recherche, j'avais des réunions toutes les semaines. Ce qui a un côté très stimulant parce que tu es obligé d'avoir des résultats entre guillemets toutes les semaines. Tu peux dire juste, bon, j'ai lu ça. Mais moi, l'effort que je faisais, c'était présenter ce que j'avais lu à chaque fois. Ce qui fait que t'es stimulé et t'avances.
Bon, là, ça fonctionnait comme ça. C'est aussi moi qui n'ai pas non plus poussé, parce que ça me convenait de finalement assez peu avoir d'interaction. Et puis c'était compliqué, sachant qu'il y avait 2 directeurs de thèse, avec tous les 2 des statuts. Enfin bon, voilà, ça ramène au fait que c'est mon projet et pas leur projet. Alors que dans d'autres cas, c'est des projets du chercheur. Donc nécessairement, il y a une dynamique d'équipe entre les ou le directeur de thèse et le doctorant. Dans mon cas, c'était très solitaire, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais surtout, il y a un problème qui était le mien, c'est qu'il y avait un manque de stimulation par l'institution. Comme je disais, je venais d'une entreprise où il y avait des gros projets avec plein d'interactions, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y avait plusieurs chercheurs, donc il y avait des présentations des travaux, l'avancement, plein de choses. Une équipe où, globalement, moi j'ai aidé plein de gens parce qu'on savait que j'avais des connaissances sur la recherche en économie, en finance, etc. Donc il y a des gens qui venaient me voir en me disant « Est-ce que tu peux regarder cet aspect-là parce que je vais présenter cette étude, mais sur ce truc précis, est-ce que tu peux m'aider ?» Là, le problème, c'est que globalement, on est dans un laboratoire très pluridisciplinaire, avec en gros des approches entre les neurosciences et l'histoire et la sociologie, en passant par la bioméca, la physio, le management, l'économie un petit peu, même la psycho. Donc en fait, quand tous les ans, il y a 3 ou 4 doctorants qui rentrent, c'est rare de voir plus de 2 doctorants sur la même thématique. Et il n'y a aucun projet, on va dire, un peu entre doctorants ou au sein de l'université avec, je sais pas, d'autres chercheurs, j'en sais rien. Ce qui fait qu'en termes de dynamique, il y a peu de choses, à la fois entre doctorants et au niveau plus global au sein de l'université, entre équipes, rien. Enfin, c'est assez mou. Ce qui fait que, intellectuellement, tu te dis je viens faire un truc stimulant, mais en fait, c'est pas le cas. C'est aussi la conception de ce que doit être un doctorat. Comment on construit un doctorat, comment on mène un doctorat. Et il y a une vision très... ça, je pense que c'est une vision très française du travail, qui est de dire si tu travailles sur autre chose que ta thèse elle-même, t'avanceras pas vite. Alors que je pense qu'au contraire, je dis pas qu'il faut avoir 40 emplois, mais des projets, en plus, ça donne du rythme et ça stimule. Alors il y en a qui vont dire oui, l'enseignement, etc. Ça dépend ce que tu enseignes, et puis si tu gardes les mêmes enseignements avec le temps, en fait ça devient moins stimulant parce que la préparation du cours est plus courte, enfin ça a déjà été fait et tout, donc... Après il y a la contrainte des 3 ans qui est quelque chose de très ancré en France, qui est de dire qu'un doctorat c'est 3 ans. Donc ça exerce des pressions et en même temps ça peut légitimiser cette vision de dire si tu fais autre chose ça va être compliqué, même si je pense que finalement voilà, on en revient au statut de pourquoi on nous fait payer des frais de scolarité, mais si t'as des vraies formations ou des vrais trucs qui sont là pour te booster et pas dire oh regardez il y a une offre de formation, moi je suis très insatisfait de ça, même si dans l'idée il y avait des choses intéressantes, c'est que souvent les formations elles sont tellement pas adaptées, enfin elles sont adaptées pour un public hyper large, et ça c'est le problème global des formations, c'est que le niveau est bas, bien plus bas qu'un niveau master, il n'y a pas de doute, Et donc, il y a un manque criant de stimulation, c'est que tu peux l'avoir la stimulation, mais tout est à la charge de ton individu doctorant. L'institution fait peu de choses. Donc d'un autre côté, ça peut être très bien, c'est-à-dire que si tu sais bien gérer, si tu as les compétences et cette force et ce recul pour te dire je m'organise comme ça, non, je fais ma vie, le problème c'est après ça va être la pression sociale. C'est-à-dire que si tu trouves des formations ou des trucs qui vont être hyper stimulants pour toi, avec une communauté, etc., ça va te booster. Mais on va te rappeler qu'en gros, tu fais scission du groupe auquel tu es censé appartenir. Et ce manque de stimulation et quelques pressions que tu as pu ressentir, est-ce que tu en as parlé à des proches ou tu as tout gardé pour toi ? Au niveau des doctorants, j'en ai parlé une fois que c'était un peu parti, je pense. Mais franchement, c'était l'objet central de mes difficultés personnelles. C'est que tu perds ta passion, parce que, comme je disais, des éléments, c'est que on te demande de te plier un peu à une manière de faire, à une manière d'être, qui n'est pas exactement la tienne. Ou alors tu t'inscris dans des objectifs ou dans des choses qui sont pas exactement ce que tu voulais mener, ou tu es dans un cadre où tu es moins stimulé et ça amène à ce que tu perdes de vue ta passion. Mais l'inertie de l'université te fait à un moment suivre les règles et les us et coutumes de l'institution. C'est-à-dire qu'on te dit un doctorat ça se passe comme ça, bon, j'ai peut-être pas prévu exactement ça comme ça. Puis tout le monde faisant comme ça, on te dit ah bah t'as pas fait ça, ah tu devrais être là, ou ce genre de choses qui font que tu te sens obligé de le faire mais t'as pas envie. Donc t'es en charge mentale constante qui génère ce stress et qui globalement te bloque en fait. C'est que t'as pas envie de le faire, tu juges que t'as pas envie de faire comme ça, mais en même temps t'es dans une position où t'arrives plus à prendre ce recul et dire non mais tu sais très bien que tu voulais pas faire comme ça, ne fais pas comme ça. Et donc, une fois que t'en es arrivé là, tu te retrouves à avoir des pressions parce que t'as pas fait comme l'université ou l'institution attend que t'aies fait, ce qui fait que tu prends cette charge mentale constante, qui est en plus une charge mentale qui est sociale, mais liée à ton environnement de travail. Et là, ton projet, il devient tout de suite moins intéressant, en fait.
t'es plus stimulé et ça devient dur en fait d'avancer. Mon projet professionnel, c'était l'intérêt intellectuel. À partir du moment où l'intérêt intellectuel baisse, par faute de stimulation ou par d'autres trucs, lassitude ou plein de choses, hein, à un moment où t'es moins bien, où t'es des tâches que t'as pas envie de faire et t'es bloqué dedans, enfin il y a plein de choses, hein, bah, ça devient dur. Comme je dis, là, ça te ramène à ton statut professionnel, aussi bien vis-à-vis des autres que vis-à-vis de ta vie, et ça devient difficile. Et l'un des éléments de ce statut et de ta vie, c'est la pression sociale vis-à-vis de tes proches. C'est-à-dire que tout le monde a sa vie qui avance. Toi en doctorat aussi, hein. Mais ton horizon temporel, il est de 3 à 4 ans. Les autres, c'est 6 mois, 1 an. Enfin, quand ils sont étudiants, c'est 1 an. Quand ils sont employés, bah, ça peut être très court, hein. Sauf que toi, à chaque fois qu'on te demande, tu dis, bah, je suis en thèse. Et professionnellement, bah, il peut t'arriver des trucs hyper cool, hein, ou des trucs chiants, mais t'es toujours dans le même statut de dire, bon, bah. Et t'as toujours la question de, ouais, qu'est-ce que tu vas faire après, et tout ça. Et t'es en mode, bah, c'est mon boulot, quoi. Genre, déjà, il y a des gens qui comprennent pas que tu travailles. Ma famille, moi, je vois ma grand-mère, le nombre de fois où elle m'a dit, eh oui, et donc tes études? Je dis, oui, ça fait 2 ans que je suis en doctorat, en fait, c'est mon boulot. Je travaille, c'est mon travail. T'as senti un décalage qui, toi, t'a Mais c'est surtout, perturbé? ouais, le décalage avec les proches, amis plutôt. C'est pas volontaire de leur part, hein. Mais c'est évident que, bon, bah, voilà, quelqu'un commence à s'installer avec sa copine en se disant, bon, bah, là, ça fait 2-3 ans qu'on travaille, etc. On a d'autres projets, on va aller s'installer autre part, ou on va partir à l'étranger, ou j'en sais rien. Avoir des objectifs qui sont beaucoup plus à court terme, et qu'on te dit, genre, à toi, c'en est où ta vie? Bah, je suis en thèse. Et en fait, on te ramène toujours à ta thèse. C'est ça qui est difficile, c'est que c'est hyper difficile de distinguer ton travail de ce que tu es quand t'es doctorant. Parce que ton être, c'est ton doctorat. Ou alors, il faut avoir un énorme recul, mais là, du coup, c'est que tu travailles sur quelque chose qui te passionne moins. Et donc, tes relations personnelles te ramènent toujours à ton travail. Et donc, quand ça va moins bien, ou quand, justement, c'est un truc où tu as une énorme charge mentale, il faut le dire. C'est que tu es toujours en train de te dire, bon, bah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, il y a tel deadline, etc., ou il n'y en a pas. Mais donc, quand tes proches, ils sont toujours à te rappeler l'horizon temporel de ton projet, ou le fait que tu n'avances pas. Tu avances, mais je veux dire, tu n'avances pas aussi vite qu'eux. C'est-à-dire qu'en 3 ans, quand tu vis une vie professionnelle autre que le doctorat, que tu es employé ou que tu es entrepreneur, j'en sais rien, bah, t'avances, t'as évolué hyper vite, en plein de sens. Bah, toi, t'es en doctorat, donc en fait, globalement, ta vie, t'essaies de chercher de la stabilité et que ça bouge pas trop, pour justement, parce que ta vie professionnelle est hyper instable. Ce qui fait que t'es toujours en décalage, en fait, avec certaines personnes, c'est qu'elle dit, bon, bah, ça fait 2 ans que je suis là, je vais partir, déménager, tout ça. Toi, t'es en mode, oui, bah, moi, toujours pareil, en fait. Et cette pression sociale, elle est difficile, aussi. Toute cette charge mentale que toi tu as et tu fonctionnes avec, est-ce que pendant justement cette thèse, t'as eu un moment de creux où tu t'es dit que c'était un peu trop? On va dire en juin 2021, il n'y a pas de signaux vraiment. Entre mars, avril, mai, début juin 2022, c'est compliqué. J'ai eu un moment réel de difficulté, qui était franchement un début de dépression, je pense, pour l'ensemble un peu des éléments que je t'ai présentés, qui sont un peu des éléments structurels et des éléments conjoncturels, hein, mais l'ensemble de ces éléments rassemblés, ça te met dans une situation où c'est difficile. Et quand tu t'es senti un peu dans cette période de creux, c'est toi qui t'es rendu compte de ça ou t'as eu un avis extérieur ou professionnel? Je m'en souviens très bien. C'est un soir, en me couchant, je me dis, là, c'est vraiment pas ouf. Puis voilà, il y a eu un côté où je me suis dit, attends, là, tu te laisses dépérir, entre guillemets. Mais je me suis pas dit, genre, ouais, la situation est mauvaise. Je me suis dit, là, tu te laisses embarquer par la situation. Et c'est ça qui a été déclencheur, c'est que jusqu'à maintenant, j'étais en mode, ouais, il y a ça qui est pas ouf, enfin, toujours des éléments concrets en fait. Bon, le statut de doctorant, c'est pas dingue, ou genre l'ambiance à la fac, c'est pas dingue, ou ci ou ça. Là, je me suis dit, ok, il y a tout ça, mais là, le cœur du problème, c'est toi. Enfin, le cœur du problème. L'objet central sur lequel j'ai eu un déclic et où j'ai eu une forme d'illumination, entre guillemets, c'est que à ce moment-là, je me suis dit, je vais pas bien. Et t'as eu d'autres signes avant, comme, je sais pas, du stress, un changement d'humeur? Bien sûr. Stress, quand même, oui. Changement d'humeur, clairement. Je sais pas si tu as lu le livre d'Adèle Combe sur comment l'université broie les jeunes chercheurs. Et donc moi, je l'ai lu avant que ça commence, on va dire aux prémices de quand ça allait pas très bien, enfin, un peu avant quand même. Et il y a un gars, du coup, qui s'appelle Baptiste, comme moi, et à qui il arrive pas du tout les mêmes choses, mais qui est quand même quelqu'un d'assez enjoué, qui dit qu'il est plutôt, voilà, assez sociable, sympathique avec les gens. Et qui, au fur et à mesure de son doctorat, se morfond, devient quelqu'un de complètement antipathique, totalement éteint. Et en fait, quand j'ai lu ça, la filiation a été hyper rapide. Il y a un gars qui s'appelle Baptiste, qui est assez enjoué naturellement, qui commence à pas aller bien. Et en fait, il m'est arrivé un peu la même chose. C'est-à-dire que en termes de comportement, j'étais beaucoup plus éteint. En termes d'interaction sociale, ça me saoulait. Et quelques mois plus tard, en fait, j'étais en mode, ouais,
Quand ça t'a marqué, tu l'avais senti venir un peu que t'étais en train de passer comme ça. Et il y a un moment, vraiment, j'étais beaucoup plus mou, beaucoup moins positif, stimulé, stimulant, en termes de changement de comportement, c'est ça. Et puis toujours une charge mentale, une pression qui est en plus liée à des choses que je souhaite pas, tu vois. Et la charge mentale, elle te cloue un peu. C'est-à-dire elle te dit, bon, bah, faut que t'avances. T'as ça à faire. Donc, t'as toujours cette voix qui te dit, bon, faut avancer. Et moi, dans mon cas, c'est un moment où je voulais plus rien faire. C'est que, genre, t'as juste envie de dormir, mais quand tu te réveilles, t'es fatigué, en fait. Le matin, tu te lèves, t'as juste envie de redormir. Même si t'as bien dormi, t'as dormi de 8, 9 heures, 10 heures. Ah, mais t'es en mode, j'ai rien envie de faire. Et moi, il y a des moments où vraiment, j'allais chez des potes, genre un dimanche après-midi à 15h, je m'étais levé à 11h, tu vois. T'as vécu 3 heures et mort de fatigue. Et t'as juste envie de rentrer chez toi dormir. Alors voilà, il y a tous tes potes, machin, tu passes un bon moment entre guillemets, mais genre, un moment où t'as vraiment plus envie de rien faire. Et là, ça devient dur. Là, ça devient dur parce que t'es plus stimulé par ton projet professionnel et ça commence vraiment à prendre du poids dans ta vie. Le matin, tu te forces à te lever, mais t'as rien envie de faire ou tu fais rien. Et moi, dans mon cas, c'est encore pire. Cette sensation de voir le temps perdu, elle est horrible. Comment cet état et finalement ce manque d'envie s'est manifesté pour toi au quotidien ? C'est que vraiment, y a plein de choses que je fais plus parce que j'ai l'impression que c'est trop chronophage ou que ça me perd du temps. Genre, regarder des séries, je peux plus. Là, pour le coup, c'est une vraie charge mentale, c'est de me dire, genre, je m'engage sur tellement longtemps et que je sais que ça peut être un côté addictif aussi. Si c'est pas des nouveautés ou des trucs très courts, on va dire, vraiment, ça devient très difficile pour moi, trop engageant. Et donc, il y a ce côté-là où t'as cette sensation de temps perdu, qu'il faut faire des choses et que t'as rien envie de faire. Et là, tu te dis, comment je me sors de ça ? Et là, alors là, pour le coup, j'ai pas du tout la réponse, hein. Ce serait beau. Mais il y a une situation où ça devient difficile, ouais. Parce que tu le vis mal, mais t'es pas capable dès le début de le dire que tu le vis mal. Et comme je dis, moi ça m'a mis un peu de temps quand même. Parce que tu réalises pas tout de suite, et parce que c'est naturel d'avoir la flemme en fait, ou de pas avoir envie. Mais le problème c'est que quand ça devient même plus régulier, c'est que c'est quotidien. C'est quand le lundi matin t'as pas envie de bosser, puis tu te forces et tu y vas, et puis le mardi c'est compliqué, le mercredi c'est compliqué, le jeudi c'est compliqué, le vendredi c'est compliqué, le samedi c'est compliqué, le dimanche c'est compliqué, puis le lundi ça redevient compliqué. Là c'est vraiment problématique. C'est que tes journées, t'avances pas, et tu te dis, quand même, j'étais capable de faire des bien plus compliqué que ça, quoi. C'est quoi le problème ? Le problème c'est que la thèse, c'est quelque chose que j'ai pas encore évoqué, mais la thèse c'est un moment où tu questionnes ton travail, mais tu te questionnes aussi. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que tu questionnes ton projet de vie. Tu questionnes qui tu es, tu questionnes ce que tu veux faire, ce que tu veux être, où tu veux être, plein de choses en fait. Qui sont pas que professionnelles, qui sont vraiment une introspection. Et quelqu'un que je connais bien dit souvent la thèse c'est une thérapie. Et je la vois très bien cette analogie et cette vision. C'est que quand tu es en thèse, comme je dis, tu peux pas dissocier qui tu es de ton travail. C'est difficile. C'est que ton boulot aussi, c'est de remettre en cause ce que tu fais. Parce que tu es un scientifique. Et en tant que scientifique, tu as une éthique de travail qui doit te dire, est-ce que ce que je fais, je le biaise pas ? Est-ce que c'est la meilleure manière de le faire ? Est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Le cœur de ma problématique de recherche, est-ce que c'est vraiment tel objet ou est-ce que c'est pas cet objet-là ? La manière d'y répondre, c'est cette théorie, cette approche, ce courant, ces auteurs, ou est-ce que c'est cela ? Donc ça, c'est légitime. Mais après, tu te dis, ouais, mais est-ce que moi, je suis légitime à faire ça ? Et là, c'est vraiment le syndrome d'imposteur. Mais à partir du moment où tu remets en cause de est-ce que t'es légitime ? Est-ce que je fais bien ? Est-ce que vraiment il faut que je continue ou est-ce que c'est ce que je veux ? Et ça en devient à questionner ta vie. J'ai fait le choix professionnel, qui était un choix pas du tout économique, d'aller vers la passion pendant au moins 3 ans. T'as plus la passion et t'as aucun avantage professionnel. Ça devient compliqué. T'es un peu à une situation où tu commences à regretter. Et ça, c'est quelque chose que tu as ressenti pendant longtemps ? Entre 3 et 4 mois, oui. Vraiment difficile, oui. Après, ce sentiment, il est toujours un peu présent, quoi qu'il arrive, hein, de te dire, bon, bah, je suis en retard, ou il y a des pressions. Mais quand t'es sûr de ce que tu veux faire, quand t'es serein dans ce que tu fais, bah, c'est facile de passer à côté. Et bon, non, ok, tu prends une mini-pression, et puis après tu te dis, ouais, mais c'est pas là où je vais, c'est pas ce que je veux, donc c'est pas grave. Le problème, c'est quand t'es dans une situation où t'es plus en état, entre guillemets, de te sortir de tes objectifs, de ce qui te plaît, ce que t'as envie, parce que tu veux te conformer à l'institution.
Est-ce que ce moment d'introspection a agi un peu comme un déclic et t'a poussé finalement à en parler autour de toi? Totalement. Totalement parce que très vite après, je me suis dit, bon, bah, faut en parler. Je n'ai pas parlé des professionnels, mais après, j'ai tout de suite accepté de dire, là, ça va pas bien. Et je l'ai dit à mes proches, quoi. C'est sur ça que j'ai dit que j'ai rebondi. C'est que tout de suite, je me suis dit, on va pas essayer de cacher, on va pas. T'as fait le constat, tu l'as ressenti, maintenant ne te dis pas que c'est anodin ou que c'est quelque chose qui est pas vrai. Et toi, quand t'as traversé cette phase complexe, est-ce que tu t'es senti à l'aise d'en parler, notamment lors des comités de suivi ou... J'ai eu une période difficile qui était liée à mon statut, qui était liée à plusieurs éléments que j'ai mentionnés, mais qui étaient plutôt liés à des choses personnelles, enfin, personnelles, professionnelles, mais qui n'étaient pas liées à une relation sociale. Et du coup, t'as pas voulu en parler de cette période de down? Parce que finalement, c'était avant le premier comité de suivi et le deuxième n'est pas passé, donc j'ai pas eu mention. Peut-être que je le mentionnerai. Si, je le mentionnerai pour dire l'avancement a été tel, parce que il y a un moment où j'arrivais plus à avancer, donc j'ai pas avancé, c'est tout. Est-ce que tu penses que tous les sujets peuvent être finalement abordés au cours d'un comité de suivi, notamment comme les notions de harcèlement moral ou sexuel par exemple? Moi, j'ai pas connu de période de harcèlement moral, j'ai pas connu de. Voilà, j'ai pas eu tout ça, moi. Mais en fait, aujourd'hui, par le statut de doctorant, si tu te grilles en disant, bah en fait, il y a un harcèlement moral de telle personne, tu sais que l'institution ne se souviendra pas. C'est que déjà, quand tu vois que une personne qui, genre, se fait agresser sexuellement ou se fait violer ou j'en sais rien par un enseignant ou par un autre doctorant, l'institution la défend presque pas. Alors comment tu veux que toi, l'institution te défende quand, genre, c'est juste du harcèlement moral, entre guillemets? C'est pour dire que les questions morales, aujourd'hui, dans notre société, elles sont très peu prises en compte. Dans le cas de l'université, t'es peu protégé, mais quel que soit l'endroit où t'es. Mais là, dans le cas de l'université, bah, tu vas remettre en cause un collègue. Bah, derrière, on va dire, ah oui, bah lui, il y a eu des problèmes où il est passé. Même si on sait que le gars, il a eu plein, que le gars qui l'a harcelé, c'est un harceleur. Tout le monde le sait. Mais on va dire, ouais, mais lui, t'as vu, il a eu des problèmes avec ce gars-là. Alors que tout le monde a eu des problèmes avec ce même mec. Mais remettre en cause la position d'un PU ou d'un maître de conf, jamais de la vie. Mais c'est hyper dur. C'est qu'aujourd'hui, vers qui tu te tournes quand t'as une réelle problématique et qui va pas faire en sorte que ça plombe ta carrière. C'est que c'est bien beau, en fait, on te dit oui, il y a le comité de suivi où tu peux mentionner, etc. Il arrive très régulièrement que les comités de suivi, c'est des proches des directeurs de thèse. C'est pas toujours le cas, hein. Des fois, c'est le doctorant qui choisit qui est dedans, hein, mais il y a toujours quelqu'un qui est assez proche et tout ça, donc le conflit d'intérêts, il est énorme. Et ces personnes-là se disent pas, genre, oui, c'est vrai que ça, moi, en tant qu'individu, c'est pas ouf comme position. Ah non. Il y a très peu de protection. L'institution universitaire, mais au sens plus large autour du doctorat, essaie de mettre des garde-fous, mais pour le moment, il n'y a pas de garde-fous qui vaille parce que même, voilà, nous, on a une cellule anti-harcèlement, mais qu'est-ce qui garantit que cette cellule anti-harcèlement, elle te protégera suffisamment pour l'après de ta carrière? Et c'est une pression énorme. C'est que même si tu as vécu des choses horribles, et même si cette cellule est mobilisée, tu seras toujours épinglé comme victime, mais pas seulement. Souvent, tu es obligé de cacher, ou genre en parler, mais pas dénoncer. Est-ce que cette période t'a fait réfléchir sur ton environnement, ta façon d'être, ou même les relations que tu as eues avec tes proches? C'est vraiment un élément sur lequel, en ce moment, je réfléchis parce que tu te rends compte que finalement, ta perception des choses, il faut bien la mesurer. Et que finalement, ta petite blague qui va faire rigoler, elle vaut pas toujours le coup. Toi, va te faire rire, ou même si elle est sur toi, tu vas trouver ça drôle. Mais au final, il y a des choses qui peuvent vraiment peser. Même si c'est anodin, en fait. Même si c'est. Enfin, je dis pas de faire des. On n'est pas sur des trucs très, très violents, hein. Mais même des petits commentaires, des petites remarques, faut faire attention, même entre amis. Et ça, c'est un élément qui a beaucoup évolué après ça. C'est que quand tu as vécu une période difficile, tu te dis, faut que je fasse gaffe à pas faire vivre des trucs difficiles aux autres. Sauf qu'il y a des gens qui le voient pas, ça, qui le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vécu encore des moments très difficiles. Ou alors si, mais c'est des trucs qui sont pas aussi violents, quoi. Je n'estime pas avoir vécu quelque chose de très violent, mais bon, il y a des choses, quand tu es encore jeune, comme c'est notre cas, ton vécu, il est pas aussi développé que d'autres personnes. Tu aimerais bien être avec tes amis, mais globalement, il y a plein de moments où tes amis comprennent pas ce que c'est la thèse. Pas parce qu'ils savent pas ce que c'est, parce qu'ils voient pas, ils comprennent pas, juste ils ont pas vécu. Et donc ils sont en décalage avec ce que tu fais, parce que l'horizon temporel, c'est dans 6 mois le projet de vacances, dans 3 mois le projet de ça, et tout ça. Et pas du tout se rendre compte que toi, ton projet professionnel,
quoi qu'il arrive, il te suit en permanence. C'est que même quand tu te dis, bon, vas-y, je pars en vacances, c'est bon, j'arrête. T'as toujours au fond de ta tête l'avancement. Tu vas lire dans le journal un truc, tu vas dire, ah merde, putain, c'est important. T'as tendance, en fait, par décalage social, à vouloir rester proche de doctorants. Parce qu'il y a ces décalages, comme je disais, tout ça pour dire que oui, la population de doctorants, elle n'est pas la plus saine. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont... Enfin, il y a toujours un moment où tu vas pas bien. Ça peut être très court, ça peut être juste je vais pas bien parce que je suis stressé, il y a pas quelque chose de fondamentalement grave, hein, genre juste bon bah je dois publier un article, je dois rendre ma thèse, plein de choses. Et après toute cette analyse que tu as pu faire, est-ce que tu aurais d'autres réflexions, d'autres conseils qui te viennent que tu pourrais communiquer à quelqu'un qui va rentrer en thèse, qui va faire un doctorat ou autre? Pour moi, l'une des clés, voilà, si on arrive au conseil, ou l'un des éléments importants pour ça, c'est être bien entouré, mais c'est difficile. Pour les raisons que je dis, c'est qu'en fait, si t'as trop de doctorants, ils vont comprendre ce que tu fais, ils vont être à l'écoute, mais c'est pas une population très positive au quotidien. La stabilité, je pense que voilà, c'est ça qu'on prend l'entourage, mais créer des routines quand on est dans ces difficultés-là, mentales ou organisationnelles, d'être très libre. Les routines, c'est important, je pense, que ce soit pour la productivité et aussi pour son bien-être mental. Savoir accepter de prendre du temps pour ça. Alors ça, c'est pareil, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est essentiel. La solution pour le faire, ça, je l'aurais pas. Il y a plein de méthodes qui sont parfois artificielles, mais on se rend pas compte à quel point, quand on est en doctorat, on peut vite perdre ou prendre des habitudes du fait de ce cadre qui est assez lâche. Et donc, bah, il faut, je pense, être très vigilant sur ses ressentis, sur comment on s'organise. C'est que quand ça fait plusieurs semaines que tu te rends compte que tu essaies de faire la même chose, mais ça te convient pas. Quand c'est avec ses proches, c'est essayer de se dire, bon, bah, ça fait combien de temps que j'ai pas vu les gens que je suis censé voir, en fait. Si ça fait longtemps, c'est que soit il y a un problème avec eux, soit il y a un problème chez toi. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où quand t'es dans une période assez normale, ça te semble naturel. Mais c'est tellement exigeant, la thèse, c'est hyper exigeant mentalement, hein, le doctorat. Je pense que je l'ai pas énoncé comme ça depuis le début, mais c'est tellement prenant intellectuellement et tout ça que il y a plein de choses où tu te laisses déborder en fait. Tu dis bon, là, faut vraiment avancer. Et quand tu fais un doctorat, il faut mentalement être prêt à se prendre tout ça en même temps. Même si tu es au courant, comme je disais, moi j'étais au courant de plein de choses. Hein. Je savais qu'il y avait des problématiques sur le milieu universitaire, que c'était quelque chose de solitaire, que machin et tout ça. Mais tant que t'es pas confronté, tu dis non, moi ça sera différent. Et donc il faut réussir à se mettre des digues mentales, on va dire, enfin des points d'alarme en te disant sur mes relations sociales ça se passe pas bien, voilà, ça peut être aussi sur la relation amoureuse, ça peut être sur la relation de travail, ça peut être sur l'avancement de ton travail, sur tes ressentis au travail, mais je pense qu'il faut vraiment organiser son temps et surtout s'organiser du temps pour s'écouter ou pour faire du constat, de l'introspection, etc. Sinon ça peut vite aller dans des situations compliquées. Ton équilibre de vie il est hyper important quand tu es un doctorat. Tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile et ça paraît très bullshit entre guillemets. Mais finalement, c'est hyper important. Niveau conseil, t'en as d'autres qui te viennent en tête? Faire plusieurs choses, je pense que c'est important. Ne pas s'enfermer dans la thèse, c'est essentiel. Alors moi je dis ça en sachant que la thèse m'a fait m'enfermer et que j'ai fermé les choses qui auraient pu me faire en sorte que je m'enferme pas dedans. Mais c'est quand même important, l'équilibre, même avec l'activité physique. Je pense que vraiment, bon voilà, il y a l'équilibre loisir-travail qui doit quand même toujours exister. Enfin, faut pas, je pense, sombrer dans ceux qui disent que le doctorat, ça doit être 22 heures sur 24, comme c'est encore très partagé comme discours dans beaucoup d'endroits. C'est pas parce que tu te forces à consacrer toute ta vie à la thèse que t'en seras nécessairement meilleur. Le projet de thèse, c'est pas toujours finir universitaire, parce que preuve en est. 100% des doctorants ne sont pas enseignants-chercheurs aujourd'hui, ou chercheurs. Mais bon, c'est sûr qu'en fait, si t'as la détermination, si tes objectifs sont en adéquation avec ça, et que en plus tu prends du plaisir, et que machin, ton équilibre font que tu peux te consacrer 22 heures sur 24 à la thèse, parce que la thèse, elle comprend des dimensions de loisirs, etc. Oui. Mais en fait, que tu fasses autre chose à côté ou non, ça sera difficile à faire en 3 ans. Mais par contre, je pense que pour ta productivité, ta capacité à avancer, si t'as d'autres choses à côté qui te stimulent, tu perdras moins de temps. Et donc c'est pour ça, les cours c'est bien.
Je pense vraiment que quand on a la possibilité de donner des cours, c'est quand même intéressant, parce que ça fait couper vraiment. Ça amène une autre approche, ça renforce ses connaissances. Donc les cours, c'est bien, comme autre activité, mais bon, c'est assez marginal, c'est pas énorme. C'est une autre stimulation, ça, justement, ça enlève cette charge mentale. Ça en donne une autre, mais tout est question d'équilibre personnel. Donc quand on dit ça, on n'a rien dit, mais c'est qu'en fait, quand tu varies les tâches et que tu as un emploi du temps chargé, tu es efficace. Donc pour moi, ça, c'est essentiel. Je pense que faut s'écouter, écouter les conseils des autres et après accepter sa décision. C'est qu'il y a des gens qui vont te donner des conseils très pertinents parce qu'ils ont du vécu, mais si ça te parle pas, bah fais l'erreur, tant pis. Faut accepter de prendre des décisions qui seront pas toujours les bonnes, parce que tu pourras toujours te dire que c'est ta décision. Et même si des fois c'est difficile parce que ça te ramène à ta défaillance, tu seras quand même toujours capable de te dire pas de regret, c'est ce que je voulais. C'est pas ce que je veux aujourd'hui, c'est plus ce que je veux aujourd'hui, mais je serai pas dans le regret de avoir fait ce que j'ai voulu. Ou au contraire, tu feras pas l'erreur parce que c'était une erreur pour eux, mais pour toi, c'est pas une erreur. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire, c'est mon projet, c'est ma vie. Et la thèse, ça t'offre cette capacité à être un peu du sur-mesure. Parce que, justement, l'institution n'est pas aussi forte qu'on le croit, elle n'est pas aussi présente pour te dire, te cadrer, te driver vers un endroit précis. Donc, c'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. Donc, accepte-le et prends-le. Est-ce que cette expérience, ça t'a fait découvrir d'autres choses sur toi ou t'a fait changer ta vision des choses? Mais moi, je suis perfectionniste. En fait, on se rend pas compte que parfois, c'est vraiment un défaut. C'est qu'on se dit, oui, bon, c'est le gars qui veut pas se donner de défauts et tout ça. En l'occurrence, j'en ai plein d'autres. Mais sur cet aspect-là de doctorat, le perfectionnisme, ça peut être compliqué. C'est que tu te dis, bon, la qualité va augmenter de 1%, mais ça va me demander 60% d'efforts en plus. C'est pas rentable du tout. Mais toi, tu vas te dire, en fait, c'est 1%, c'est ce qui va me différencier de ce que je critiquais. Tu peux arriver à des moments à devoir faire des choix, de rester dans ton idéalisme, de te dire genre tant que j'ai pas relu 10 fois l'article, vérifier que tous les mots ne sont pas et que j'ai pas remplacé par tous les synonymes, que tout je publie pas. Sauf qu'en fait, un article qui te prend un jour, t'en mets 3 semaines. Et là, t'es confronté face à toi-même, tu te dis bon t'es prêt à doubler ton temps de travail juste pour faire un tout petit peu mieux que les autres, ou t'acceptes qu'en fait t'es pas meilleur que les autres? Et là, ton ego il fait ok, bon t'as raison, qu'est-ce que je fais? Donc là, après, t'es confronté à ça en tant qu'individu. Et c'est hyper dur. Dernière question de ce podcast. Qu'espères-tu à travers ton témoignage? J'espère déjà que ça n'aura pas totalement bloqué les gens à vouloir faire un doctorat, parce que je pense quand même que c'est une expérience intéressante. Ça peut être difficile, mais je pense qu'on en ressort grandi, quelles que soient les conclusions. Et après, j'espère que les autres doctorants qui auront peut-être écouté ce témoignage se rappelleront qu'on n'est pas seul à vivre les choses et que globalement, comme je l'ai longtemps dit, structurellement, le doctorat, c'est une situation où il y a des difficultés. Et donc, c'est normal. Je te remercie d'avoir participé à ce témoignage, à cet épisode. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, de prendre soin de toi et de t'épanouir dans ton projet. Avec plaisir. Merci de l'invitation et puis bonne continuation. Merci. Pour éclaircir quelques notions liées à ce témoignage, nous allons désormais retrouver Eline et Kali, psychologues, afin de basculer dans leur univers. Bonjour les filles, merci d'être venues et d'accepter de partager vos connaissances une nouvelle fois. Baptiste, durant son témoignage, il aborde beaucoup la notion qu'il nomme « syndrome de l'imposteur ». Est-ce qu'on peut revenir sur ce mot, ou du moins l'idée qu'il s'en fait, ou qu'on s'en fait peut-être tous ? Oui, alors pour revenir sur le syndrome de l'imposteur, c'est globalement l'idée que on ne mérite pas notre place, qu'on va être démasqué, qu'on est incompétent. Chez Baptiste, on n'est pas là-dessus en fait. Le terme est peut-être un peu maladroit. Lui, c'est plutôt l'inverse. Il est plutôt conscient de ses capacités, de ses compétences. Et ce qui le fait souffrir, c'est de voir qu'en fait, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Voilà, il n'a pas la reconnaissance de la part de ses collègues, de la part de l'institution, au niveau de comment on traite les doctorants, et de la part de ses proches qui le ramènent toujours à t'es encore étudiant, alors que pour lui, c'est un vrai travail, et c'est le cas.
Voilà. Et ses valeurs, il dit que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'aspect social et il retrouve pas ça dans son équipe. Donc ça aussi, ça va contre ses valeurs, donc ça crée une souffrance chez lui. C'est ça. Et après, il en a reparlé à un moment aussi dans son témoignage, quand il parlait qu'on appelle d'idées de dévalorisation, où il disait que se sentir nul, bon à rien. Ça, en fait, c'est pas dans le cadre d'un syndrome d'imposteur, c'était plutôt un symptôme dépressif. C'était dans la période à laquelle il était vraiment au plus bas. Donc, ça rentre plus dans le cadre de la dépression, pour le coup. Donc lui, c'est vraiment l'écart trop important entre ses valeurs et son environnement qui ont créé une souffrance et donc un état possiblement dépressif. C'est ça, c'est la désillusion entre les attentes et la réalité qui est en face de nous. Donc c'est peut-être un abus de langage ou une utilisation un peu maladroite, vu qu'on l'utilise beaucoup dans la société. Oui, parce que c'est un terme qui est encore très en vogue et du coup, on le connaît pas encore toujours très bien. Il y a aussi la notion de surcharge mentale qui est présente dans cet épisode. Est-ce qu'on pourrait définir cette notion ? Oui, la charge mentale, c'est une notion qui est objectivable en fait. C'est quand on a plein de choses à gérer en même temps. Par exemple, on prend un peu l'exemple du quotidien, on est une femme, le mari travaille beaucoup, nous on se sacrifie un petit peu pour s'occuper des enfants, donc on gère notre travail quand même la journée, après on va récupérer les enfants à l'école, il faut prévoir les rendez-vous chez le dentiste, la nourrice, voilà. Ça c'est de la charge mentale, c'est gérer beaucoup de choses à la fois. Là, ce qu'on voit dans le cas de Baptiste, surtout, c'est ce qu'on appelle de la surcharge cognitive. Parce qu'en fait, Baptiste a beaucoup de rumination, c'est-à-dire qu'il surcharge son cerveau de beaucoup d'informations, puisqu'il rumine, il se dit « et si ça se passe comme ça ?» Et voilà, et là, ça m'inquiète. Donc là, vraiment, il est en surcharge. C'est ça, si on fait le parallèle, en fait, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Dans nos fonctions cognitives, on a la mémoire à long terme, donc tous nos souvenirs, toutes nos connaissances. Et la mémoire de travail, c'est un peu, si on fait le parallèle avec l'informatique, c'est un peu la mémoire vive. Vous voyez ? Donc c'est là que toutes les infos passent de manière très transitoire. Ça dure quelques minutes. Mais en fait, on s'en sert tout le temps. Là, quand on se parle, c'est la mémoire de travail qui prend les infos et qui va envoyer ce qui est important en mémoire à long terme pour s'en souvenir. Et le reste, hop, c'est évacué. C'est aussi grâce à elle qu'on récupère les infos. Pareil, si je reprends un souvenir pour vous le raconter, ça passe en mémoire de travail. Okay, donc cette mémoire, elle est très fragile parce que elle va être très sujette à tout ce qui est fatigue. Quand on est fatigué, on s'embrouille un peu plus, mais aussi à l'anxiété, parce que l'anxiété, c'est des ruminations, et les ruminations, c'est verbal. Okay, c'est des pensées, c'est verbal dans notre tête. Et donc, ça va prendre toute la place en mémoire de travail. Sachant que la mémoire de travail, c'est à peu près 8 infos en même temps qu'on peut retenir dedans. Environ, ça dépend des gens. Donc, évidemment, si je suis anxieux, ça va prendre toute la place, et puis du coup, ça explose, en fait. Hein, et puis, ça se met à ramer, si on reprend le PC. ça rame, et puis on pète un câble, on éteint tout. Voilà, donc c'est un peu ça qui se passe... Plutôt chez Baptiste, c'est pas vraiment une charge mentale pour le coup. Et comment on pourrait du coup apaiser cette mémoire ou cette surcharge cognitive ? Là, c'est un travail à faire sur ses pensées. Donc, aller voir un thérapeute si nous, on n'est pas capable de faire ce pas de côté parce qu'on est trop pris dans ses pensées. Et voilà, arriver à remettre en question ce qu'on pense et ce qu'on vit. Eh bien, merci beaucoup pour l'éclaircissement de toutes ces notions et encore merci d'être venu. Tu viens d'écouter le témoignage de Baptiste et l'avis expert d'Elie Nekali. Ce témoignage a pour but de déstigmatiser ces situations complexes, mais ne remplace en aucun cas un suivi thérapeutique. Si tu ressens un besoin d'aide et d'écoute, rapproche-toi de ton entourage, professionnel de santé ou encore association. Des ressources sont indiquées dans la description. Tu peux nous suivre sur Instagram et Twitter. Pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à notre compte sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour tout partenariat et ou envie de partager ton histoire, contacte-nous à l'adresse mail suivante svb-off@outlook.fr. Nous remercions chaleureusement Baptiste d'avoir accepté de se livrer. Ce témoignage a été recueilli et réalisé par Amélie Gauthier, Marine Leclerc et Noémie Slavski. Nous remercions Lucia Dorley, Lucia Musique sur Instagram, pour l'enregistrement et le mixage, ainsi qu'Elie Nekali,
psychologues de profession connus sous le nom de Psychobaye sur Instagram, pour leurs connaissances scientifiques apportées. Et merci à toi de nous avoir écoutés, et à bientôt pour un nouvel épisode.